Alors, je vous propose de reprendre nos travaux. Pour ceux qui nous suivent maintenant sur Facebook, je vous salue, je vous dis bonjour. On a eu une journée très intéressante. Je vais un petit peu revenir sur la conception elle-même de cette journée d'études, telle qu'elle a été conçue, telle qu'on a pu me la confier. Mais au-delà même de revenir sur la journée d'études en elle-même, je tenais ici, je l'ai fait personnellement, mais je tenais à vous remercier d'avoir participé. J'entends par là, assister à ce type de conférence n'est absolument pas anodin. J'ai trop été confronté, certainement dans ma carrière universitaire, à des colloques sur des thématiques techniques et finalement peu en prise avec la société, qui conduisaient à avoir un amphi totalement clairsemé. Là, ici, tout au long de la journée, on a quand même eu un grand nombre de participants et puis des intervenants qui, je dois le dire, ici, vraiment, ont joué le jeu d'une telle intervention. C'est absolument essentiel parce que, autant vous le dire tout de suite, j'ai une tâche qui est particulièrement difficile d'essayer de faire la synthèse entre tout ce qui a été dit, d'y ajouter un léger rapport personnel. Et cet apport personnel sera quelque peu virulent, puisque ici, le terme n'a pas encore été employé, donc on va le lâcher immédiatement. La situation actuelle des détenus qui travaillent en prison, c'est la situation d'une forme d'esclavagisme moderne. Et la question qu'on peut se poser, ne s'agit-il pas plutôt tout simplement d'esclavagisme tout court, ici, car le terme moderne permet un petit peu de moderniser un terme qui est ici quelque peu galvaudé, première hypothèse, et également de présenter le point de vue de la pénitentiaire. Alors, à ce titre-là, je ne suis pas directeur d'administration pénitentiaire, je suis maître de conférences des universités, j'ai d'autres activités, mais aucune ne me conduit ici à faire partie de la pénitentiaire. J'ai été un temps avocat, mais toujours pas la pénitentiaire, mais j'ai été très sensible ce matin aux 3 interventions successives des avocats. Mais j'ai été assesseur en commission de discipline à la maison d'arrêt d'Amiens. Et à ce titre-là, j'ai vu justement un certain nombre d'éléments. Alors, ces éléments, c'est quoi ? Quand on est assesseur en commission de discipline, ce qu'il faut savoir, c'est un rôle qui a été octroyé par la loi justement de 2009, la loi pénitentiaire de 2009, du 24 novembre 2009, un rôle absolument ici essentiel, pourtant un rôle consultatif uniquement sur la peine. Mais on assiste aux audiences. C'était véritablement la deuxième phase, c'était très important cette deuxième phase-là. La première phase, on en a parlé ce matin, c'est la décision Marie et Ardouin du Conseil d'État qui a conduit quoi ? À considérer que justement ces sanctions disciplinaires, ce n'était plus des mesures d'ordre intérieur, c'est-à-dire quelque chose qui est en dessous du droit, pas suffisamment important pour, ici, être contesté en justice, pas suffisamment important pour être contesté en justice, mais suffisamment grave, surtout pour conduire un certain nombre de détenus à se suicider. Bon, donc, Marie Ardouin 95, on a, ça y est, véritablement ici, une forme de, je vais employer le terme encore une fois, de juridiction. En réalité, il y a une influence de la Cour européenne des droits de l'homme, bien sûr, là-dessus. Voilà, et je vais vous relater quelque peu en quelques instants mon expérience assez courte ici, puisque j'ai démissionné d'assesseur en commission de discipline en maison d'arrêt, tout en respectant tous les engagements que j'ai pris de ce point de vue-là pour ne pas divulguer un certain nombre de cas perso. La première chose qui arrive, c'est que quand on est assesseur en commission de discipline, c'est qu'on est un petit peu surpris par le lieu où va être rendue la justice. Moi, des tribunaux, j'en ai fréquenté beaucoup, des beaux, certains que Baptiste connaît très bien, ces magnifiques juridictions, vous savez, en droit de la presse, avec une atmosphère assez compassée ici, de beaux tapis, de belles images de la justice. On est bien, on est à l'aise en tant qu'avocat, on fait des effets de manche. Puis je me retrouve dans une petite salle exiguë, sans fenêtre, enfin si, une toute petite fenêtre, une ornière, avec des barreaux à la fenêtre. Le seul élément qui rappelle que c'est une juridiction, c'est une espèce de bar qui est censé être une forme de prétoire, et le fait qu'il y ait également accroché sur un mur décrépit la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Heureusement qu'elle est là, vous allez dire, oui, effectivement, c'est une forme de fenêtre. Ensuite, c'est sur la qualité de la justice qui est rendue. Féru quand même de procès équitable, j'enseigne le droit pénal et la procédure pénale, il me semblait ici que le cumul des fonctions n'était jamais une bonne chose. J'ai face à moi un directeur de l'établissement pénitentiaire qui est en même temps directeur et président de juridiction. J'ai un chef de détention qui revêtirait, si on était ici dans une procédure pénale normale, les qualités d'OPJ, de procureur et d'assesseur dans une juridiction. Et parfois, ici et là, on voit l'influence que peut avoir le chef de détention sur la décision qui va être rendue. Tout dépend des cas et des hypothèses. Alors vous allez me dire, c'est pas bien grave. Il faut arrêter d'être négatif. Moi, j'ai pas envie d'être négatif avec vous, car l'avocat est là.
Non, oui, enfin ça dépend, pas toujours là. Parfois il arrive en retard, c'est pas grave, il a raté la commission de discipline de son client, et son client ici, sans le comprendre tout à fait, fait l'objet d'une mesure disciplinaire, parfois une mesure disciplinaire particulièrement forte. Donc ça, c'est un élément qui est difficile. Outre ce constat, on a aussi un autre constat qui est effectué, c'est la façon dont l'avocat va défendre son client. Le défend-il bien? J'ai vu des avocats bien défendre leurs clients. J'ai vu des avocats, 2, défendre leurs clients sur 3 ans, 2 fois. Pas beaucoup, hein. Parfois, j'ai vu des avocats qui simplement venaient, écoutaient, demandaient au détenu s'il avait quelque chose à dire, le détenu s'excusait, il encourait sa sanction. Et après, j'ai vu comment on délibérait. Et j'ai vu comment on délibérait, sans détailler un certain nombre d'hypothèses qui ont pu me marquer ici et là. J'ai vu ici qu'il y a toute une échelle de sanctions disciplinaires et que surtout le milieu disciplinaire, il ne faut pas oublier ce dont on parle, le milieu disciplinaire. Voilà ce qu'on nous dit par rapport au travail en prison. J'ai vérifié les textes. On peut suspendre d'un emploi en cas de faute commise au cours ou à l'occasion du travail. Et vu comme ça, on l'a étudié ce matin à plusieurs reprises, il y a eu des intervenants qui l'ont dit, qui l'ont évoqué, mais on a oublié une réalité sociale dans les prisons. Si un individu travaille en prison, c'est pour cantiner. En tout cas, souvent, c'est pour cantiner. Contre-exemple, l'intervenant de ce matin, justement Thomas, quand il évoque son activité, lui, c'était pas tout à fait pour ça, c'était pour s'insérer. Mais pour cantiner, c'est-à-dire pour, on va dire, améliorer le quotidien, pour avoir accès à la télévision. Le live tweet, de ce point de vue-là, a été édifiant. Quand vous mettez sur Twitter qu'il paye pour accéder à la télévision, on a des commentaires magnifiques, encore heureux, eh bien dis donc, il ne manquerait plus ici qu'on leur fournisse la télévision, etc. Il faut les occuper, les détenus. Donc on a des détenus ici qui, quand même, pour certains d'entre eux, travaillent parce que c'est une nécessité, c'est la seule façon qu'ils ont de cantiner. Seule façon qu'ils ont de cantiner. Donc, voilà ce qu'il en est. Retirer un emploi à un détenu, ce n'est pas anodin. C'est l'empêcher de cantiner. Alors vous allez dire, oui, mais il a commis une faute. Mais savez-vous comment ça se passe en prison? Alors, j'ai une représentante du contrôleur général de privation de liberté. Je vais simplement faire état de ce que je sais, vu, connu, entendu. Comment ça se passe en prison? Si, justement, un détenu vient et commet une faute au cours de son travail ou à l'occasion de son travail, c'est pourquoi? C'est parce qu'il circule de cellule en cellule et que donc parfois il va être chargé de transmettre des messages. A-t-il vraiment le choix, à votre avis, de transmettre ou non ce message? Est-ce que sciemment il va coopérer avec tel autre détenu ou ne craint-il pas des mesures de représailles s'il n'obéit pas au sein de la prison? Au sein de la prison où la grande loi, celle qui existe, c'est la loi du silence. Les détenus, connaissons-nous ici des détenus qui balancent leurs codétenus? C'est délicat. Bon, voilà ce qu'il en est. Ça, c'est une réalité. Que faire quand on a un détenu qui, justement, a un travail et qu'on va faire pression sur ce détenu pour qu'il transporte d'une cellule à une autre tel ou tel objet, parce qu'à l'occasion de son travail, il est conduit, justement, à circuler au sein de la prison. Donc, on peut suspendre. Qui suspend? L'employeur, le directeur d'établissement pénitentiaire, lui-même qui dirige la commission de discipline. Voilà, on a là ce cumul de fonctions. On parlait d'arbitraire, le terme a été employé à plusieurs reprises. Cet arbitraire, en voici une illustration, s'il en est. Alors on se dit après, donc voilà, on a désigné celui qui est l'auteur de tous ces mots. Celui qui est l'auteur de tous ces mots, ça va être quoi? Le directeur de l'administration pénitentiaire. Non, ce n'est pas lui. Celui qui est à l'origine de tous ces mots, finalement, c'est tout simplement le législateur. Alors, le législateur, c'est bien, ça permet de se défausser assez facilement. Mais en réalité, le véritable coupable, je vais y venir, il intervient un petit peu plus loin. Si je vais ménager un petit suspense. Parce que, qu'est-ce que l'on a vu aujourd'hui? On a vu un détenu qui s'exprimait devant vous, qui répondait à vos questions, qui était justement passionné par ce qu'il a fait, qui constitue à ce titre-là un exemple. On a vu des avocats qui vous disent qu'il faut saisir les juridictions pour avancer. C'est comme ça qu'elles vont avancer. C'est par l'audace des avocats en eux-mêmes et qu'il faut s'impliquer et qu'il y a justement, et là je m'adresse à vous, vous êtes des étudiants, certains d'entre vous passent l'examen d'avocat, il faut s'impliquer dans l'exécution des peines. C'est absolument essentiel. Il y a un enjeu de civilisation. Le terme a été prononcé ce matin. On a un enjeu de civilisation qui s'exprime ici avec une force toute particulière. Alors, quand on monte une conférence de ce type-là, on fait appel à des personnes dont on sait qu'ils vont avoir un libre propos. Bien évidemment, quand on a dans son entourage un certain nombre d'avocats, toute l'idée va être de faire appel assez facilement aux avocats parce qu'ils nous délivrent une parole souvent qui est libre par un féodé. Là où on pouvait avoir quelques craintes, c'est lorsque l'on confie la parole à d'autres personnes. Vont-ils véritablement jouer le jeu? Tous les intervenants ont joué le jeu.
au premier titre desquels une magistrate qui n'hésite pas justement à évoquer un certain nombre d'aspects qui sont des aspects critiques, délicats, sans se réfugier derrière un quelconque devoir de réserve. Ce sont ces intervenants qui, plutôt ici que d'évoquer le fait que telle institution, telle association soit meilleure l'une que l'autre ou prévoit telle ou telle hypothèse, au contraire, s'inscrivent dans un projet qui est un projet beaucoup plus global pour évoquer avec vous cette question-là, qui est une question essentielle par rapport à leur prisme, du travail en prison. C'est une bonne chose. Et puis on se sent un petit peu démuni quand on est censé ici représenter finalement l'universitaire, au même titre que Baptiste, mais qui est également avocat. Alors quand on représente l'université, on se dit, voilà, qu'est-ce que j'ai fait, moi, quand ces décisions du Conseil constitutionnel ont été rendues en 2013 et 2015 ? Premier truc que j'ai fait, je me souviens, je l'ai partagé sur les réseaux, j'ai dû rajouter que c'était un petit peu scandaleux cette décision-là, j'ai essayé de creuser, j'en ai rédigé un commentaire, j'ai sensibilisé mes étudiants, j'ai poursuivi mes activités, qui consistent quand même, c'est quand même quelque chose, c'est pas énorme, mais c'est un peu, à faire en sorte que mes étudiants puissent aller visiter régulièrement des maisons d'arrêt, en prenant contact ici, en remplissant des dossiers, en me heurtant une machine qui est une machine ici assez pesante d'un point de vue administratif. Et puis c'est tout. Pourquoi ? Je ne suis pas travailliste. Je n'ai pas suffisamment de connaissances pour développer sur la protection sociale, la façon dont on procède. Alors je me suis documenté, j'ai discuté avec des collègues travaillistes qui, eux, ne sont pas pénalistes et qui me disent « Oula, attention, quand même, ce sont des détenus. C'est normal de les traiter différemment. Pourquoi ? Parce qu'ils sont détenus. » Ça me choquait, ça. Mais je n'avais pas les connaissances. Alors je me suis tourné, ici, vous allez me dire, il ne faut pas faire des choses pareilles, vers mes collègues publicistes, notamment ceux qui sont spécialistes des libertés et droits fondamentaux. Et là, ils m'ont donné une leçon de droit. C'est magnifique, c'est merveilleux, c'est très bien. Ne t'inquiète pas, Michael, on va saisir la Cour européenne des droits de l'homme. Ah, je suis rassuré, on va la saisir. On a déjeuné entre conférenciers, j'ai un petit peu sondé les uns et les autres, il n'y a aucun recours sur le travail en prison qui est actuellement pendant devant la Cour européenne des droits de l'homme. Pas grave, demain il y en aura un. Demain, l'un des avocats ici présents va saisir la Cour européenne des droits de l'homme et d'ici même pas 6 ans, on aura peut-être une décision rendue par la Cour européenne des droits de l'homme et peut-être d'ici 10 ans, on aura enfin le droit qui va évoluer. Bon, j'ai rien fait finalement. J'ai rien fait. Si hier j'ai enseigné dans ces locaux ici le droit à la santé pour les personnes détenues qui constituent des personnes vulnérables, ne serait-ce que ce raccourci-là parfois choque certains étudiants, mais vous avez la chance ici d'avoir une directrice de master qui justement coordonne ce certificat droit debout, qui accepte justement cette équation-là, personnes vulnérables, oui les détenus on peut les présenter comme des personnes vulnérables, ça la choque pas, les étudiants hier étaient pas trop choqués, je pense pas qu'ils soient rentrés traumatisés, je les ai avertis d'abord, mais quand même, c'était quelque chose de particulier. Mais quand on va dans cette dynamique-là, et quand je reprenais mon cours hier et que je le faisais, à un moment donné, je me suis tout seul déconcentré. Je me suis écouté parler. J'aime beaucoup m'écouter parler, je trouve ça passionnant. Et je me suis dit, le même débat qu'il y avait en 1951 sur le point de savoir, est-ce qu'un détenu doit bénéficier du droit à la santé ? Aujourd'hui, c'est le même sur le point de savoir, est-ce qu'un détenu doit bénéficier des dispositions du droit du travail ? En 51, ça choquait. Aujourd'hui, ça choque, mais ça ne doit pas choquer. Pourquoi ? Parce que, justement, qu'est-ce que la prison ? Ça sert à quoi ? C'est quoi le sens de la peine, tout simplement ? Si le sens de la peine, on tombe tous d'accord ici, enfin, vous tomberez tous d'accord entre vous, hein, moi je me désolidarise de vous, de me dire la prison, c'est la privation de la liberté individuelle dans toutes ses composantes. Dans ce cas-là, d'accord, on supprime la liberté individuelle, c'est le retour des forçats, et on va y aller, le droit à la santé, non, le détenu ne doit pas en profiter. Le droit du travail, mais encore moins, c'est trop protecteur. Il faut que le détenu, le mieux traité, soit moins bien traité que la pire personne traitée à l'extérieur. Cette conception est une conception qui est totalement archaïque, qui justifie justement le pire dans l'histoire et dans l'histoire de ce pays. Alors, prendre cette question-là, c'est quand même déjà, ici, faire avancer les choses. Donc on prend cette question, est-ce qu'il doit bénéficier du droit du travail ? Il y a des arguments qui sont opposés à ça. On a cherché, j'ai regardé dans la décision du Conseil constitutionnel, j'ai regardé justement les arguments qui sont développés. Oui, il y a des arguments. Ces arguments, c'est quoi ? C'est des difficultés qui sont des difficultés pratiques. Mais encore une fois, on ne peut pas justifier une posture de principe par rapport à d'éventuelles difficultés pratiques que cela pourrait occasionner. C'est absolument impossible de raisonner de cette façon-là. C'est prendre le problème à l'envers. D'abord, on raisonne au niveau des principes, et puis après, on essaye de mettre en pratique. Alors, raisonner au regard des principes, c'est quoi ? Si on traite les détenus dans une situation d'infériorité, ils ne bénéficient pas du Code du travail.
Si on considère la situation du chef d'entreprise, si on voit, et ça, là-dessus, je ne me fonde pas sur des connaissances personnelles, mais ce qui nous a été projeté il y a quelques minutes, si on voit l'acte d'engagement du chef d'établissement pénitentiaire, qui réside en une page, où il n'y a pas le taux horaire, où la description du travail s'apparente au fait d'être totalement à la disposition de l'administration, en plus de ses heures de travail, on bascule sur des définitions qui sont très claires. Les mots doivent être employés. Esclavagisme, atteinte à la dignité humaine, sans difficulté. Pourquoi est-ce que c'est de l'esclavagisme? Parce que, justement, on ne traite pas le détenu comme un être humain comme les autres. Alors là, l'argument encore, ici, ça va être de dire, oui, mais non, je suis dans l'excès, le détenu qui travaille, il est, on va dire, même bouillant pour travailler. Ah oui, ça, il faut qu'il soit vraiment bouillant pour travailler. Qu'est-ce qu'il va devoir faire? Je reprends les différents aspects. Pour pouvoir travailler, eh bien, il va falloir qu'il demande à être placé, puis par la suite qu'on lui attribue une fonction, et puis qu'il se comporte surtout très très bien pour y parvenir. Donc c'est lui, c'est à sa demande. Je ne crois pas qu'on a assisté à la même conférence. J'étais dans le coin, là où est Marion à l'heure actuelle, et l'avocate nous dit oui, mais alors pour bénéficier ici d'un aménagement de peine, on va prendre en compte les efforts effectués pour s'insérer ou se réinsérer. Alors donc, finalement, c'est pas ça, c'est que le détenu, s'il veut sortir, il a vraiment tout intérêt à demander à travailler à des taux horaires hallucinants, à travailler selon des horaires qui sont incompréhensibles. De 7h du matin jusqu'à 12h30, super. Et puis après de 16h30 à 18h30. L'attitude horaire est quand même assez importante. C'est une attitude horaire pas loin de 12 heures, quand même, en termes d'équilibre de ce point de vue-là. Quand on fait des études justement sur ces horaires qui sont des horaires disloqués, on se rend compte des effets que ça peut avoir. Bon, c'est ça. Donc il n'a pas vraiment le choix. On est bien sur une qualification de travail forcé, d'esclavagisme. Pourquoi moderne? Quand on met moderne, vous savez, ça permet de disqualifier une notion. On met moderne à côté, donc c'est mieux. C'est moins grave, c'est une nouvelle forme. Non, la seule différence entre le forçat hier et le détenu d'aujourd'hui, la seule différence, c'est justement qu'il va pouvoir porter ses droits quelque part. Il va pouvoir contester. Alors comment est-ce qu'il va pouvoir contester? Devant quelle juridiction? De ce point de vue-là, j'ai été triste. Je suis censé être privatiste. Un pénaliste est censé être privatiste pour une raison qui m'échappe. Le pénaliste, en fait, on représente une race à part. On est un petit peu particulier. On est bizarre. Nous, les discussions autour de la réforme du droit des obligations nous importent vraiment très peu. Quant à la notion ici du point de savoir si l'emprise est régulière ou irrégulière, c'est pas notre histoire. Il n'y a que le lancer de nain qui nous amuse. Et encore, c'est le grand maximum. Bon. Donc le pénaliste, il se situe entre deux eaux et il va s'interroger par rapport à cette forme d'esclavagisme sur le point de savoir si, eh bien, on a, par rapport à cette inapplicabilité du droit du travail, si on va avoir des certitudes et une possibilité de mise en œuvre de l'application du Code du travail. Parce que l'argument phare, c'est de dire, bon, déjà, il n'y a pas beaucoup de travail en prison, alors ensuite, bien sûr, si on commence à permettre aux détenus de toucher plus, les entreprises ne vont pas vouloir faire appel aux détenus. Je trouve que l'argument, il m'émeut pas du tout, j'arrive pas à comprendre cet argument, certainement par manque de connaissances. Pourquoi? Parce qu'en discutant simplement à midi avec mes collègues, qu'est-ce qu'on dit? Bon, si on appliquait le SMIC, qu'est-ce qui va se passer? Déjà, premier aspect, c'est vrai, peut-être pour des raisons qui sont des raisons de sécurité, il conviendrait de taxer davantage ce type de travail-là, parce qu'il va supposer un travail supplémentaire de l'administration, le cas échéant. Donc, une différenciation. Et justement, en France, on a cette différenciation entre le salaire brut et le salaire net. Bon, on améliorerait la situation des détenus, et en même temps, on lui reconnaîtrait quand même une certaine forme du droit à la dignité. Très bien. Par rapport aux entreprises, on peut jouer sur la fiscalité assez facilement. Jouer sur la fiscalité, ça va permettre de faciliter les entreprises à s'implanter. Et puis, surtout aussi, on évoque très prochainement, parmi les juridictions, et c'est là justement on est un petit peu blessés tous, c'est qu'on voit que les juridictions pénales, de ce que l'on a vu, eh bien, leurs avancées sont des avancées qui sont extrêmement limitées. Finalement, on se tourne vers le juge administratif, c'est dire à quel point on est désespéré pour attendre des avancées en la matière. Bon, peut-être que ça viendra de là. Et vers la Cour européenne des droits de l'homme. Elle ne fera pas tout, la Cour européenne des droits de l'homme. La Cour européenne des droits de l'homme, à un moment donné, oui, effectivement, il y aura une décision qui va venir et concerner la France, et qui va impacter le droit positif. Mais dès avant cela, tout de même, sachant qu'on attend cet arrêt pilote par rapport aux conditions de détention, dans cet arrêt pilote par rapport aux conditions de détention,
on peut évoquer un certain nombre d'expériences, puisque ce qui est mis en lumière, c'est justement la prison de Fresnes. Il y a quelques années, j'encadrais un groupe d'étudiants qui visitaient Fresnes. Il y avait une cour qui venait d'être réhabilitée par une association, l'association qui était dirigée par Pierre Botton, et c'était une cour qui était aménagée, etc. Et de l'autre côté, en face, on prenait bien soin de ne pas attirer l'attention dessus, on voyait des rats en décomposition. Alors voilà. Et si, alors vous allez dire c'est un vœu pieux, c'est impossible à mettre en œuvre, au titre de la formation professionnelle, au titre de la taxe d'apprentissage par exemple, parce qu'on peut jouer dessus, et au titre par la suite de l'obtention d'un emploi, on commençait ici à proposer aux détenus un certain nombre de travaux d'amélioration du quotidien, des travaux qui vont consister à améliorer le quotidien, à améliorer les lieux de privation de liberté. Puisque de ce point de vue-là, on est sur le point de dégager un budget pour améliorer la justice, pourquoi doit-on attendre un arrêt pilote qui va dire à la France vos prisons sont dégueulasses, sachant qu'on sait déjà qu'elles sont dégueulasses quand même. Bon, même le Conseil d'État le dit, c'est dire... Le tribunal administratif de Melun l'a dit avant, on sait très bien que certaines prisons sont dans un état déplorable. Eh bien, il faut œuvrer de ce point de vue-là. Et puis surtout, et ça j'ai particulièrement apprécié dans l'intervention, je crois que c'était la vôtre qui a été faite, d'attirer l'attention sur les territoires ultramarins. C'est encore pire dans les territoires ultramarins. Je ne suis pas mathématicien, mais quand on me dit qu'il y a 16 personnes qui peuvent travailler dans une prison de 900 détenus, je n'arrive pas à une statistique de 35%, mais à une statistique qui est un peu en dessous de 2%. Pourquoi ? Parce qu'on ne trouve pas en la matière. Alors il faut démarcher, il faut prendre un bâton de pèlerin, il faut essayer de comprendre ce qui peut ou ce qui ne peut pas fonctionner de ce point de vue-là. Et de mettre en œuvre. Mettre en œuvre, c'est justement cet aspect-là. Jouer sur les budgets qui vont être alloués en la matière et essayer de faire évoluer le droit. Alors finalement, quand on est toujours dans cette dynamique-là, on a beaucoup critiqué le Conseil constitutionnel. Je pourrais le critiquer, je pourrais vous expliquer à quel point c'est nul ici, qu'en 2015, il y avait une perche qui lui a été tendue, qu'il ne l'a pas saisie. J'ai une autre vision de cette décision, une vision qui détonne un petit peu. Pour moi, le Conseil constitutionnel ne s'est pas défaussé de son rôle. Pour moi, le Conseil constitutionnel, au contraire, a rappelé le législateur à son rôle. Parce que je vous ai dit, finalement, tout ça, c'est de la faute du législateur. Non. Tout ça, c'est de votre faute, de la mienne. Et finalement, c'est de la faute de la représentation nationale. Le législateur, il ne s'exprime pas en son nom propre. C'est une émanation du peuple ici. Et finalement, puisqu'il convient toujours de finir par une citation, ce type d'hypothèse, finalement, la représentation nationale, qui est notre émanation à nous, nos députés, on a bien voté pour eux lors des élections législatives, ils ont été élus grâce à nous. Il y a bien un programme pénitentiaire quelque part. Tout à l'heure, un intervenant vous incitait à adhérer au Génépi. Très bien, c'est une bonne idée. D'autres vont vous dire d'œuvrer dans telle ou telle direction. Pour ma part, j'essaye de coordonner une conférence sur ce thème-là. Bon, moi je trouve très courageux l'activité de Marion qui va consister, elle, à organiser une conférence universitaire. Elle se bat justement pour que ça existe, que ça se transforme en DU par la suite. Ça permet de peser ces différents aspects. Mais c'est vrai que si cette journée vous a sensibilisé, c'est pour ça. On dit parfois, et c'est terrible de finir là-dessus, que finalement, une société a la prison qu'elle mérite. Accorder aujourd'hui des droits aux détenus, et notamment le droit du travail, qui est un des droits basiques, comme le droit à la vie privée, comme le droit à la santé, bien évidemment, c'est pas une nécessité juridique aujourd'hui, ça le sera dans 10 ans. Mais pourquoi faut-il systématiquement attendre qu'un juge européen dicte à la souveraineté nationale une évolution qui absolument et totalement naturelle ? Bénéficier du droit du travail, c'est bénéficier de la protection sociale le cas échéant, mais c'est aussi travailler et lutter contre la récidive. Dans les rapports du contrôleur général des lieux de privation de liberté, moi à chaque fois je suis chaud pour les lire, je suis très content, je les fais étudier à mes étudiants, je suis très content. Il y a eu le rapport sur la radicalisation, parce qu'un jour on nous a dit, ça y est, tout va bien, ne vous inquiétez pas, on a trouvé le remède contre la radicalisation en prison. Super, on n'avait rien fait pendant 15 ans, on a trouvé. Parmi les dispositions qui étaient, et ça le contrôleur général des lieux de privation de liberté, il ne s'est pas gêné pour dire à quel point c'était absurde, c'était de dire, les détenus radicalisés, il ne faut pas qu'ils travaillent. Ah bon ? Pourtant, quand on travaille, et vous le voyez ne serait-ce que pour l'organisation de ce colloque, ou vous-même quand vous faites des exposés, ou vous-même à cette occasion-là, le travail, c'est un lieu d'échange où on est obligé de s'ouvrir à l'autre, et de discuter avec l'autre, et d'échanger des points de vue qui sont souvent divergents, pour parvenir parfois à des consensus. À mon sens, la journée d'aujourd'hui n'aurait pas dû servir de débat. À mon sens, il est absolument évident
que le détenu doit bénéficier du droit du travail. Ça posera des difficultés pratiques. Mais ces difficultés pratiques, on trouvera des solutions contre les difficultés pratiques. Ce n'est pas une difficulté pratique qui va empêcher de reconnaître un droit qui est un droit tout aussi fondamental. Le détenu a droit à la dignité, bien évidemment. Le fait, plus encore, et j'en terminerai par là, de considérer, même si vous mettez le vocable moderne derrière, qu'il s'agit là d'une forme d'esclavagisme, va vous conduire à quoi? On traite des individus comme des esclaves. Par la suite, quand ils sortent de prison, qu'ils se rendent compte de leur traitement, est-ce que vous pensez véritablement, ici, que les détenus traités en sous-hommes pendant toute une période, quand ils sortent, vont se sentir considérés, faire partie de cette société qui les traite de cette façon-là? C'est une question, et c'est simplement une question de civilisation. Voilà, je vous remercie.